Comme cela a été dit tout à l'heure, effectivement, beaucoup de pouvoir aujourd'hui appartient aux juges pour déterminer ce qu'est l'homme, qui est un homme. La présentation que je vais vous donner, que je vais lire maintenant, a été publiée en partie en anglais dans une revue juridique irlandaise que l'on peut trouver sur Internet, dont le titre est Abortion and the European Convention on Human Rights. L'idée principale de cette présentation sur ce qui ressort principalement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est, pour synthétiser, d'abord l'affirmation de l'incapacité, de la non-capacité des juges à définir quand commence la vie humaine et quand commence la protection juridique de la vie humaine. D'abord, les juges disent qu'ils ne sont pas capables de déterminer le commencement physique de la vie et le commencement juridique de la protection de la vie. Deuxième point, les juges de Strasbourg n'ont jamais exclut explicitement la vie prénatale, le fœtus ou l'embryon, de la protection de la Convention. Donc jamais les juges n'ont dit que l'enfant à naître n'est pas protégé, n'est pas une personne. Ils n'ont jamais été jusqu'à dire qu'il est exclu de l'humanité et exclu de la protection de la Convention. Deuxième point. Troisième point, les juges ont dit que si un État décide de légaliser l'avortement, il peut le faire, en vertu de ce que l'on appelle la marge d'appréciation nationale, c'est-à-dire en vertu de la liberté qu'ont les États de légiférer au regard de la Convention. Les États ont toujours une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre pour prendre des décisions nationales. Et donc la Cour de Strasbourg a dit que les États peuvent, en vertu de cette marge d'appréciation, décider de légaliser l'avortement. Quatrième point, la Cour, les juges ont dit que si un État décide de légaliser l'avortement, alors le cadre juridique de l'accès à l'avortement, donc le cadre juridique, la loi, les conditions d'accès à l'avortement doivent, elles, respecter la Convention. C'est donc uniquement la loi nationale sur l'avortement, si un État décide de le permettre, qui doit respecter la Convention et qui doit en fait être cohérente. C'est la loi nationale qui doit respecter les droits des personnes, en particulier les droits de la mère, de la femme enceinte, mais aussi les droits d'autres personnes. La Cour estime donc que l'avortement met en cause une pluralité de droits et d'intérêts concurrents, des droits et des intérêts qui se confrontent, qui s'opposent, et donc le travail du législateur national, d'après ce que dit la Cour, est de trouver un juste équilibre entre les différents droits qui se confrontent et qui s'opposent. Parmi ces droits, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a déjà déterminé, défini certains d'entre eux.
Le premier, c'est les droits de la mère, mais les droits aussi, par exemple, du père ont aussi été reconnus. Le droit de l'enfant, dans une certaine mesure, a été reconnu. Et les intérêts aussi de la société, par exemple, à limiter le nombre d'avortements. Donc il y a un ensemble de droits et d'intérêts qui s'opposent et dont l'État a la responsabilité d'assurer un équilibre, lequel équilibre sera jugé par la Cour de Strasbourg au regard des exigences de la Convention. Toujours pour synthétiser mon propos, la conséquence de cette approche proportionnaliste, de proportion, de contrôle de proportion, pour la Cour, la conséquence, c'est que, normalement, au moins en théorie, la Cour de Strasbourg et les droits de l'homme acceptent l'avortement uniquement à la condition qu'il ait un motif objectif, qu'il y ait une raison pour le justifier, et que cette raison soit suffisante. La conséquence générale, c'est que l'avortement, d'un point de vue théorique, suivant la jurisprudence des droits de l'homme, n'est pas un droit abstrait et absolu de la femme. Il est une faculté concédée par l'État qui, en théorie, ne peut être employée que si des motifs objectifs l'exigent et que s'il est proportionné à l'atteinte aux droits de l'enfant. Il en résulte, par exemple, que l'avortement pratiqué sur un enfant en raison du sexe de l'enfant pourra être jugé non proportionné par la Cour, alors qu'un avortement pratiqué en raison de la santé de la mère pourra être jugé proportionné, légitime par la Cour. Voilà, en synthèse, les points essentiels de la jurisprudence de la Cour européenne. Maintenant, si vous avez le courage de m'écouter, je vais développer plus dans le détail juridique la jurisprudence de la Cour. Alors que l'avortement faisait l'objet, lorsque la Convention européenne des droits de l'homme a été adoptée, d'une large répression pénale en Europe, la situation est aujourd'hui inversée. L'avortement demeure cependant une cause de contentieux, tant dans la société que devant les juridictions. Obéissant à l'évolution des mœurs, la Cour de Strasbourg a progressivement intégré cette pratique dans l'ordre juridique de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette intégration est difficile, non seulement en raison du caractère passionnel de l'avortement, mais aussi parce qu'elle bouleverse l'économie des droits de l'homme en acceptant une opposition irréductible entre la vie d'un être insaisissable et la liberté indéfinie d'un être adulte. La liberté de la mère et l'être de l'enfant, la liberté et l'être sont au cœur de la théorie des droits de l'homme, et l'avortement vient jeter le trouble, le doute sur leur consistance. Depuis le début des années 1970, c'est à travers environ une vingtaine de décisions que la Cour de Strasbourg a construit sa jurisprudence. Le but de mon intervention est de vous présenter donc cette jurisprudence en considérant d'abord le statut de l'enfant à naître, puis ensuite l'application les conséquences de ce statut au regard de l'avortement.
Tout d'abord, première partie, le statut de l'enfant à naître dans les droits de l'homme de la Cour européenne de Strasbourg. Chose essentielle, et vous verrez que le raisonnement de la Cour est toujours subtil et parfois contradictoire. La Cour fait dépendre la protection juridique de l'enfant à naître de la détermination du point de départ de sa vie telle qu'elle est effectuée par les droits nationaux. Il faut bien comprendre que la Cour de Strasbourg juge avec un regard européen les différents droits nationaux. Donc elle va aussi, dans son appréciation, tenir compte du droit de chaque pays. Et donc la Cour, pour déterminer la protection dont bénéficie l'enfant à naître par la Convention européenne, au niveau européen, elle va regarder quelle est la protection dont il bénéficie dans l'ordre interne, dans le droit national. Alors, la question du point de départ du droit à la vie, le point de départ du droit à la vie. La Cour autorise, dans la limite de leur marge d'appréciation, les États à déterminer, dans leur ordre juridique interne, dans leur droit national, je cite, le point de départ du droit à la vie. Donc ce sont les États qui définissent le point de départ du droit à la vie. Cette détermination est une question à la fois de fait, c'est une question matérielle, scientifique, et une question juridique. La question de fait porte sur le départ de la vie de la personne, la vie physique, laquelle conditionne la question de droit relative au point de départ de la protection juridique de la vie. Il y a deux questions, la vie elle-même et la protection de la vie, qui sont deux choses différentes. Dans une affaire très importante contre l'Irlande, l'affaire ABC, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de consensus en Europe concernant le point de départ scientifique et juridique de la vie de la personne. Ce qui a pour conséquence, d'après la Cour, donc, d'accorder aux États la liberté de déterminer ce point de départ, à la fois scientifique et juridique. Quelques années plus tôt, la Cour de Strasbourg, dans une affaire contre la France, dans l'affaire Vaux, avait déjà dit qu'il n'y a pas d'accord entre les États européens quant à la détermination scientifique et juridique du départ de la vie. La Cour avait même dit qu'il est impossible, dans l'état actuel des connaissances, de déterminer ces points de départ. Elle avait même dit qu'il n'est pas souhaitable, qu'il n'est pas désirable de déterminer le point de départ de la vie et de sa protection. De même, la Cour avait aussi déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'est pas capable de dire si l'enfant à naître est ou n'est pas une personne dans le sens de la Convention. La Convention européenne des droits de l'homme protège la vie de toute personne. La Cour a dit « Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la question de savoir si l'enfant, avant la naissance, est une personne. » Donc la Cour prétend, les juges prétendent ne pas savoir si l'enfant à naître est une personne et ne pas savoir quand commence la vie physique humaine et sa protection juridique. Plus encore, elle prétend qu'il n'est pas possible de le savoir parce que, selon elle, il n'y a pas de consensus en Europe sur ces questions. C'est donc l'absence d'accord entre les États qui empêcherait la Cour de juger. Une petite critique sur il y aurait beaucoup de critiques à formuler sur cette approche. Je dirais que la principale, l'une des premières, est de confondre. La Cour confond, mélange la définition scientifique et juridique de la vie.
Elle confond la réalité scientifique, la réalité physique et sa représentation juridique. Elle confond le fait, la vie, et la norme, le droit. Parce que la Cour prétend qu'il n'y a pas de consensus scientifique quant au commencement de la vie humaine. Et c'est en prétendant l'absence de connaissances scientifiques qu'elle dit qu'il est impossible juridiquement de déterminer alors quand commence la protection. En fait, de mon point de vue, la vie humaine, la biologie, connaît bien le processus de développement de la vie humaine depuis la conception. La science connaît très bien, et même la science maîtrise fortement l'embryologie, la procréation. Donc, il y a une connaissance scientifique très approfondie du début de la vie. Donc la Cour ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord scientifique sur le début de la vie humaine. Il y a une maîtrise scientifique du début de la vie humaine. C'est donc en fait un choix. C'est un choix que de dire que la personne juridique est différente de la personne scientifique. Il y a là une rupture qui est introduite, et il y a aussi un prétexte d'une prétendue impossibilité de connaissance objective de la vie humaine à son commencement. Et c'est de ce prétexte que la Cour va ensuite dire qu'elle n'est pas capable de porter un jugement moral. Donc effectivement, la Cour avait dit elle-même dans une affaire Vaux contre France qu'il n'est pas souhaitable, il n'est pas désirable de déterminer le commencement de la vie humaine. Il y a donc en fait un renoncement de la part des juridictions de définir quand commence la vie et surtout quand commence sa protection. Ce renoncement, ce refus de considérer la réalité est la condition de la fausse liberté de l'avortement. C'est en refusant de voir la réalité et de juger moralement la réalité, c'est à cette condition que l'on peut ensuite trouver la fausse liberté de nier cette réalité par l'avortement. Donc là, on voit le fondement de la position de la Cour qui dit « Ah, nous ne pouvons pas savoir » et qui prétend que cette impossibilité est fondée sur une incapacité scientifique. Il y aurait beaucoup d'autres critiques à faire sur cet aspect, mais pour rester dans le temps imparti, je vais directement passer à la partie B, je dis ça pour la traduction de mon texte, sur l'applicabilité relative de l'article 2 de la Convention à l'enfant à naître. Ça veut dire sur la question de savoir si le droit à la vie, protégé, garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique ou non à l'enfant à naître. On a vu que la Cour a refusé de dire qu'il ne s'applique pas. Elle a dit qu'elle ne peut pas savoir si l'enfant à naître est une personne. La Cour renvoie la question du point de départ de la vie aux législations nationales. Mais la Cour n'a jamais jugé que dans l'ordre juridique de la Convention, qui est un ordre juridique différent de l'ordre juridique des États. La Cour n'a jamais jugé que dans l'ordre juridique de la Convention, l'enfant à naître n'est pas une personne. Elle n'est jamais allée jusqu'à dire qu'il n'est pas une personne. La Cour a toujours refusé, depuis ses premières affaires, elle a toujours refusé d'exclure l'enfant à naître du champ d'application de la Convention
et de déclarer qu'il n'est pas une personne au sens de la Convention. C'est une subtilité qu'il faut bien saisir pour comprendre l'articulation entre le droit interne et le droit de la Convention. Donc, la Cour permet aux législateurs nationaux de ne pas accorder, dans leur droit interne, une totale protection à l'enfant à naître. Mais dans l'ordre de la Convention, en théorie, la Cour ne les prive pas totalement de cette protection. Les juges ont dit que la protection de la vie, prévue dans la Convention, ne précise pas les limites temporelles du droit à la vie. La Convention ne dit pas quand commence et quand s'arrête le droit à la vie. Les juges le reconnaissent. Et donc il y a là encore une indétermination. L'indétermination dans le texte de la Convention, d'après les juges, du commencement et de la fin, des limites temporelles du droit à la vie. Cependant, si la Convention européenne des droits de l'homme ne protégeait pas la vie prénatale, la vie avant la naissance, alors il ne serait pas nécessaire aux juges de reconnaître aux États une marge d'appréciation pour légaliser plus ou moins l'avortement. Car toute marge d'appréciation est nécessairement inscrite dans le cadre d'une obligation conventionnelle préexistante. Ça veut dire que si la Convention ne protégeait pas, par principe, la vie avant la naissance, alors il serait inutile, et cela n'aurait aucun sens, que de dire que les États peuvent permettre l'avortement dans le cadre de leur marge d'appréciation. Si la Convention ne protégeait pas la vie avant la naissance, il n'y aurait pas matière pour le juge européen de juger ou d'apprécier la conformité à la Convention de l'avortement. Ce serait totalement libre. C'est parce que l'enfant à naître est protégé par principe en droit qu'il faut une loi pour permettre l'avortement. Si l'enfant à naître n'était pas protégé en principe par le droit, il ne serait pas nécessaire d'avoir des lois pour permettre l'avortement. Donc par principe, l'enfant à naître est protégé. En outre, la Cour de Strasbourg a aussi eu l'occasion de juger que d'autres droits de la Convention s'appliquent aussi à l'enfant à naître. La Cour a déjà estimé que l'enfant, dès avant la naissance, peut bénéficier de la protection de la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, contre les traitements inhumains et dégradants, ou la protection de la vie familiale. Il y a l'exemple bien connu du droit des enfants à naître à hériter, mais il y a d'autres exemples où la Cour a accepté d'appliquer la Convention à des enfants pas encore nés. Par exemple, dans le cadre d'un avortement, où un père de l'enfant avorté portait plainte au motif que l'avortement constituait une torture pour son enfant. La Cour a accepté à l'époque de juger si effectivement ou non l'avortement était une torture sur l'enfant. Ça veut dire qu'elle a accepté d'appliquer la Convention au bénéfice de l'enfant. Elle a donc reconnu que l'enfant pas encore né bénéficie de la protection. Elle n'a pas d'emblée écarté le sujet, la question, en disant que cette requête n'a pas de sens. Elle a reconnu que la requête a du sens
et elle a regardé si oui ou non. À la fin, la Cour a estimé qu'elle n'avait pas d'éléments de preuve scientifique permettant de démontrer que l'enfant à naître avait souffert. Et donc, elle a rejeté la requête. Mais si elle avait eu des éléments de preuve scientifiques à l'époque, et si elle avait été de bonne volonté et de bonne foi, la Cour, alors, aurait dû conclure à la violation de la Convention. Voilà. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir que, implicitement, elle accepte d'appliquer la Convention à l'enfant avant la naissance. Alors maintenant que l'on a vu brièvement le statut de l'enfant à naître, qui est donc dans cette situation assez indéterminée au sein de la Convention, voyons ce qu'il en est de l'avortement. La protection que la Cour accorde à l'enfant à naître est donc théorique, essentiellement théorique. C'est parce que cette protection est théorique que la Cour ne s'oppose pas dans la pratique à l'avortement. Mais elle fait tout de même obstacle à la reconnaissance d'un droit conventionnel à l'avortement. Donc, le fait que la Cour protège, au moins théoriquement, ou n'exclut pas l'enfant à naître de la protection de la Convention, le fait donc que l'enfant à naître soit, malgré tout, dans le champ d'application de la Convention, au moins théoriquement, empêche l'affirmation d'un droit au nom de la Convention à tuer cet enfant à naître, à avorter. Vous comprenez? Parce que l'enfant à naître est dans la Convention. Il est reconnu théoriquement, au moins, dans une certaine mesure, il n'est pas exclu de la Convention. Pour pouvoir reconnaître un droit au nom des droits de l'homme, au nom de la Convention à l'avortement, il faudrait préalablement que l'enfant à naître soit exclu des sujets de la Convention. Vous voyez? Donc ça, c'est la première conséquence. Donc cette absence de droit conventionnel au titre de la Convention, cette absence de droits de l'homme au titre de la Convention européenne des droits de l'homme à l'avortement, a pour conséquence ensuite l'exigence, au moins théorique, d'une nécessité, d'un motif pour justifier la pratique de l'avortement au cas par cas. Si il existait un droit général à l'avortement au titre des droits de l'homme, alors toute femme enceinte pourrait le pratiquer sans motif, sur simple demande. Mais comme il n'existe pas de droit conventionnel à l'avortement, alors il faut que sa pratique soit justifiée, au moins en théorie, par des droits et des intérêts. Tout d'abord, l'absence de droit conventionnel autonome à l'avortement. Le fait que le droit à la vie s'applique potentiellement à la vie prénatale fait obstacle notamment à ce que l'avortement devienne un droit conventionnel autonome. Il y a une affaire actuellement importante qui est pendante devant la Cour européenne qui amènera la Cour à juger si l'embryon peut être un objet ou un sujet. La question du statut de l'enfant à naître conditionne nécessairement celle de l'avortement et des droits sur l'embryon. La Cour tire la conséquence de ce lien lorsqu'elle dit que, dès lors qu'on accorde aux États une marge d'appréciation en matière de protection de l'enfant à naître, il faut alors nécessairement leur laisser aussi une marge d'appréciation quant à la façon de ménager un équilibre entre cette protection et celle des droits concurrents de la femme enceinte.
Très logiquement, il s'ensuit, selon la Cour, que même si l'examen des législations nationales européennes indique que la plupart des États permettent l'avortement, la Cour de Strasbourg ne peut pas considérer que ce consensus européen favorable à l'avortement serait décisif et créerait un droit à l'avortement. Le consensus, le fait que la plupart des États européens sont favorables à l'avortement, ne résout pas la question préalable et distincte de la qualité juridique de l'enfant à naître. Ce sont deux aspects différents. L'absence de droit à l'avortement au titre de la Convention est parfaitement établie et acceptée même par les personnes qui promeuvent et qui souhaitent l'existence d'un droit à l'avortement. Dans la jurisprudence de la Cour européenne, la Cour a précisé que la Convention ne garantit pas un droit à subir un avortement. La Convention ne garantit pas un droit à subir un avortement, ni un droit pour le médecin à le pratiquer, ni un droit de concourir impunément à la réalisation d'un avortement, par exemple à l'étranger. Enfin, l'interdiction par elle-même, en soi, de l'avortement par un État ne viole pas la Convention. L'interdiction en soi de l'avortement ne viole pas la Convention. Il faut se souvenir que lorsque la Convention a été rédigée et adoptée, la plupart des États européens interdisaient l'avortement. S'agissant de la vie privée et de l'autonomie de la femme, dont le respect est garanti aussi par la Convention au titre de la vie privée, la Cour a dit à plusieurs reprises que ce droit à la vie privée de la femme ne peut pas s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement. La Cour a dit, et c'est important, le droit à la vie privée de la femme, tel que garanti par la Convention, ne peut pas être interprété comme contenant un droit à l'avortement. Ainsi donc, comme l'avortement entre dans le champ de la Convention, sans être en soi un droit conventionnel, sa pratique doit être justifiée et proportionnée au regard de la Convention. Donc, lorsqu'un État permet l'avortement, sa pratique doit être justifiée par la pondération, la mise en balance des différents droits et intérêts légitimes en jeu. Si, selon la Cour, le législateur national jouit d'une grande marge d'appréciation pour définir les circonstances dans lesquelles il autorise l'avortement, il demeure que le cadre juridique de l'avortement doit être cohérent pour prendre en compte les différents intérêts légitimes en jeu, conformément aux obligations de la Convention. Ainsi, la Convention n'impose pas plus qu'elle ne s'oppose à la légalisation de l'avortement, mais son cadre juridique de l'avortement doit respecter, lui, la Convention. Et lorsque la Cour européenne est saisie d'une affaire en matière d'avortement, elle doit, je cite, contrôler si la mesure litigieuse atteste d'une mise en balance proportionnée des intérêts concurrents en jeu. Donc il faut bien comprendre que cette question des intérêts concurrents permet de considérer l'avortement d'une façon multilatérale et non pas unilatérale. Le discours sur le droit subjectif personnel à l'avortement, c'est un discours unilatéral. C'est la femme qui dit « j'ai le droit de choisir, c'est ma volonté, mon choix, ma volonté, mon droit ». Discours unilatéral. Et ce discours-là prétend l'existence d'un droit à l'avortement, comme l'expression de la volonté personnelle.
En fait, l'approche de la Cour, quand on l'analyse, refuse cette approche unilatérale en disant non, il n'existe pas de droit unilatéral au titre de la Convention à l'avortement. Et la Cour, à l'inverse, adopte une approche multilatérale où elle va regarder les différents intérêts en jeu qui se confrontent, au moins en théorie. Je pense qu'il est important de bien distinguer ces deux approches, unilatérale, subjective, le droit subjectif, et l'approche multilatérale qui est plus concrète et qui regarde la réalité dans ses différentes composantes et les différents droits et intérêts en jeu. Parce que le travail du juge à la fin, ce sera normalement de regarder si ces intérêts, ces droits concurrents sont équilibrés. Si le droit national, si la situation particulière a bien équilibré les différents droits et intérêts en jeu. Le droit de la mère, le droit de l'enfant, le droit du père, le droit de la société, tous les intérêts. Pour sortir de cette approche unilatérale qui nie, qui refuse de regarder la réalité dans sa complexité. La Cour n'a pas beaucoup développé l'approche multilatérale, mais elle a posé toutes les bases. Elle a fondé son raisonnement quand même sur cette approche. La question qui se pose maintenant, quand on observe la jurisprudence de la Cour, est précisément de regarder quels sont ces droits, ces libertés et ces intérêts qui sont confrontés les uns aux autres dans l'avortement. Alors il y a bien sûr les droits de la mère, mais il y a aussi d'autres droits que ceux de la mère qui sont reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme comme ayant un poids particulier dans l'appréciation de la légitimité de l'avortement. Parmi les droits de la mère, il y a d'abord le droit à la vie de la mère. La mère, la femme, bénéficie naturellement du droit à la vie garanti par la Convention. Et ce droit à la vie s'oppose parfois à celui de l'enfant à naître. La Cour n'a jamais, pour l'instant, été saisie d'une affaire où le respect de la vie de l'enfant à naître aurait eu pour conséquence le non-respect de la vie de la mère. Elle n'a encore jamais été saisie d'une affaire où la femme enceinte serait morte en raison d'une impossibilité d'avorter. Mais disons que dans l'appréciation de la proportionnalité, c'est là le premier élément, droit à la vie de la mère contre droit à la vie de l'enfant. Et là, sur ce point, il est, je crois, certain que la Cour de Strasbourg exige que lorsque la vie de la mère est en danger, la possibilité de sacrifier la vie de l'enfant soit légale. C'est là le seul cas d'avortement qui peut s'imposer au titre de la Convention, lorsque c'est nécessaire pour sauver la vie de la mère. Ensuite, autre droit de la mère, le droit à la vie privée. La Cour a estimé que ce droit à la vie privée peut entrer donc dans l'appréciation des différents droits et intérêts légitimes concurrents s'agissant de l'avortement. En particulier, et c'est là où ça devient subtil, la Cour a estimé que lorsque un État décide dans son droit interne de permettre l'avortement, alors la difficulté d'accéder à l'avortement légal, les difficultés pour la femme de recourir à l'avortement lorsqu'il est légal, peuvent, elles, constituer une atteinte à ses droits. Ça veut dire que la Cour va dire, si le pays
en particulier par exemple la Pologne ou l'Irlande, décident de légaliser l'avortement dans des conditions exceptionnelles, alors il faut quand même que les femmes puissent accéder à cet avortement légal de façon respectueuse, on va dire, de leurs droits garantis par la Convention. Ça veut dire sans obstacle, sans difficulté, sans jugement, etc. La Cour a ainsi jugé que dès lors que l'État, si l'État prend librement la décision d'autoriser l'avortement, y compris à titre exceptionnel, il doit alors instituer un cadre juridique précis et une procédure fiable permettant aux femmes d'exercer de façon effective leur droit à l'avortement interne, le droit qu'elles ont en vertu du droit national. C'est une approche procédurale qui oblige en fait les États à rendre effectif et à faciliter l'accès à l'avortement lorsqu'il est légal. La Cour a appliqué ce raisonnement en particulier s'agissant de la Pologne et de l'Irlande. Le but de cette approche procédurale est en fait d'obliger les législateurs des pays à faciliter l'avortement. Donc il y a un côté qu'on pourrait dire assez hypocrite, qui dit oui, nous ne vous obligeons pas à légaliser l'avortement, mais si vous le légalisez, alors vous devez le rendre facilement accessible. La conséquence de cela, c'est que la Convention européenne est utilisée pour faciliter et développer l'accès à l'avortement, alors même que la Convention ne contient pas en elle-même de droit à l'avortement. Vous voyez le paradoxe apparent. Les juges disent la Convention n'a pas de droit, ne contient pas un droit à l'avortement, mais si vous, la Pologne, autorisez l'avortement dans des circonstances exceptionnelles, alors la Convention vous oblige à rendre l'accès à l'avortement facile. En face des droits et intérêts de la mère, il y en a d'autres qui ont été reconnus par la jurisprudence de la Cour. La Cour a dit à plusieurs reprises, je cite, « Le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée doit se mesurer au regard d'autres droits et libertés concurrents, y compris ceux de l'enfant à naître. » Donc la Cour reconnaît que les droits et intérêts de l'enfant à naître doivent être considérés quand on considère les droits de la mère. La Cour a aussi dit, je cite, que la grossesse ne peut pas être considérée comme relevant uniquement de la sphère de la vie privée. La grossesse n'est pas uniquement une question de vie privée. D'autres droits et intérêts légitimes sont en jeu. Il y a bien sûr ceux de l'enfant à naître, mais la Cour a aussi identifié, à ce jour, l'intérêt de la société à limiter le nombre d'avortements. Donc la Cour estime qu'il est légitime pour la société de vouloir limiter l'accès, non pas l'accès, mais le nombre d'avortements. Et que cette volonté de limiter le nombre d'avortements s'oppose à la volonté des femmes d'avorter, peut légitimement s'opposer. Et donc un État peut légitimement restreindre l'accès à l'avortement dans le but de limiter cette pratique. La Cour a aussi reconnu que la volonté de protéger la morale peut légitimement restreindre l'accès à l'avortement. De même, la volonté de lutter contre l'eugénisme, la volonté d'un État de lutter contre l'eugénisme peut aussi justifier une restriction à l'avortement.
La Cour a aussi reconnu que l'intérêt du père de l'enfant à naître peut aussi être considéré. La Cour a reconnu que le père de l'enfant à naître, la Cour l'appelle le père potentiel. Le père potentiel, d'après la Cour, a aussi un intérêt et qu'il peut faire valoir son intérêt devant la Cour européenne royale, à l'encontre de la volonté de la mère d'avorter l'enfant qu'ils ont en commun. Ça, c'est important. La Cour a aussi reconnu même que les grands-parents de l'enfant à naître ont un intérêt dans la problématique de l'avortement de leur petit enfant. Au-delà, bien sûr, il y a aussi, ça la Cour ne s'est pas prononcée, mais on peut penser que ça va venir, la question, par exemple, des avortements sélectifs selon le sexe. Où là, il est légitime, évidemment, de restreindre l'accès à l'avortement lorsqu'il est motivé par la volonté de choisir le sexe. Mais on peut aussi imaginer que la question de l'avortement tardif soit reconnue par la Cour comme étant la volonté de limiter l'avortement tardif, soit reconnue par la Cour comme étant un motif légitime de restriction de l'accès à l'avortement. Donc, il est possible, quand on adopte cette approche multilatérale de l'avortement et la question de la pondération des intérêts en jeu, de reconnaître et de faire émerger les différents droits et intérêts concurrents à ceux de la mère pour justifier en droit une limitation de l'accès à l'avortement lorsqu'il est légal en vertu d'un droit national. Et ces motifs, il y en a donc beaucoup: l'eugénisme, l'intérêt des parents, la question de droit du père, la question de sélection du sexe, etc. Alors, comme toute approche proportionnaliste, l'approche développée par la Cour devrait pouvoir normalement fonctionner dans les deux sens et permettre de conclure au caractère soit proportionné, soit disproportionné d'avortement litigieux. Pour être regardé comme proportionné, un avortement doit viser à la préservation de droits et d'intérêts protégés par la Convention. Logiquement, et là c'est un élément important, logiquement, un avortement qui ne tendrait à la préservation d'aucun droit ou d'aucun intérêt protégé par la Convention devrait être considéré comme non proportionné. Ce n'est pas le cas des avortements, par exemple, dits sur demande. La conséquence de cette approche proportionnaliste, c'est qu'un avortement qui n'a pas de motif protégé par la Convention, ça veut dire un simple avortement sur demande, normalement n'a pas de justification dans la Convention pour le permettre. La Cour ne s'est jamais prononcée encore sur un cas d'avortement qui n'a pas de motivation objective. À chaque fois que la Cour européenne s'est prononcée sur l'avortement, il y avait au moins en théorie une raison liée à la santé de la mère et une autre fois un cas de viol. Jamais la Cour n'a été saisie d'une affaire où, par exemple, un père contesterait la décision de sa partenaire d'avorter l'enfant sans motif autre que simplement sa volonté. Jamais la Cour ne s'est prononcée sur l'avortement sur demande, l'avortement de convenance. Mais si on regarde l'approche proportionnaliste de la Cour, un avortement sur demande n'a pas de motif légitime garanti par la Convention. La Cour a dit
que la protection de l'autonomie et de la vie privée de la femme ne contient pas à elle seule un droit à l'avortement. Donc l'autonomie de la femme ne crée pas un droit à l'avortement au titre de la Convention. Donc un avortement qui serait fondé uniquement sur la volonté de la femme d'avorter, en théorie, s'oppose à des droits et à des intérêts garantis par la Convention, sans motif proportionné permettant de le justifier. Donc, de mon point de vue, si on applique la jurisprudence de la Cour, et sa logique jusqu'au bout, les avortements sur demande violent des droits et intérêts sans motif proportionné, sans motif légitime. Et donc, violent la Convention. De mon point de vue, le père d'un enfant à naître, en application de la jurisprudence de la Cour, si la Cour applique de façon cohérente sa jurisprudence, on peut imaginer qu'un père porte plainte à Strasbourg, à la Cour de Strasbourg, contre la décision de sa partenaire d'avorter, si il dit lui-même que, premièrement, il n'y a pas de motif de santé justifiant l'avortement, et deuxièmement, lui, il est prêt à éduquer l'enfant. Alors, le droit du père est garanti par la Convention. Et face à lui, celui de la mère n'est pas garanti. Donc, en théorie, un père pourrait sauver son enfant en s'adressant à la Cour de Strasbourg. Alors, en conclusion, dans la Convention européenne des droits de l'homme, comme dans la plupart des droits nationaux, l'avortement relève d'une logique de tolérance, d'exception, de tolérance. Cette tolérance de l'avortement est fondée sur l'affirmation qu'il serait juridiquement et scientifiquement impossible, mais surtout en fait non souhaitable, de savoir si l'enfant à naître est une personne. Cette tolérance est accordée dans l'ordre interne par le moyen de la marge d'appréciation. Mais elle n'a pas d'effet quant à la substance du droit à la vie dans l'ordre proprement conventionnel. La Cour a toujours refusé d'exclure explicitement l'enfant à naître du champ d'application de la Convention, ni de juger que cet enfant à naître n'est pas une personne. La Cour n'a jamais dit que l'enfant à naître n'est pas une personne. Et tant que la Cour refusera de dire que l'enfant à naître n'est pas une personne, il sera impossible de prétendre à l'existence d'un droit à l'avortement au titre de la Convention. Et tout avortement pratiqué devra, au moins en théorie, être justifié par des droits et intérêts garantis par la Convention et proportionnés. Et il sera également impossible de soutenir que l'avortement de convenance respecte la Convention, même si la majorité des États ne souhaite pas condamner cette pratique. Là où il y a, en fait, là où réside le piège, là où est le nœud du problème juridique dans le raisonnement de la Cour, c'est sur la question de la marge d'appréciation. La Cour dit que les États peuvent décider quand commence
la protection de la vie. Et quand commence la vie, même physique, de la personne. La technique de la marge d'appréciation est habituelle pour la Cour. La Cour l'utilise en général pour adapter l'application du droit européen aux circonstances culturelles, politiques de chaque État. Car l'Europe est très variable entre la Russie et l'Islande, et l'Azerbaïdjan, et la Turquie, et la Suisse. Tous ces pays sont très différents, et donc, pour appliquer une même convention à cette diversité d'États, la Cour dit « vous avez une marge d'appréciation ». C'est donc le but de la marge d'appréciation, normalement, est de moduler, d'adapter l'application de la Convention aux circonstances nationales. La Turquie, pays musulman, la France, pays laïque, on n'applique pas la Convention de la même façon. Et donc, la marge d'appréciation affecte la portée. Elle a une conséquence sur la portée d'un droit conventionnel, sur sa portée. La liberté religieuse n'est pas la même en France et en Turquie. Enfin, voilà, elle n'est pas la même à San Marino et en Turquie. Mais en faisant dépendre, mais en appliquant la théorie de la marge d'appréciation à la définition du commencement de la vie, au motif que la détermination du commencement de la vie est une question d'ordre scientifique, ce qui est et moral, la Cour non seulement fait varier l'étendue de l'article 2, l'étendue du droit à la vie dans son état, selon les États, donc l'étendue de l'objet du droit à la vie, mais aussi elle fait varier la reconnaissance du sujet du droit à la vie. C'est-à-dire qu'en appliquant la marge d'appréciation au droit à la vie, ce n'est pas seulement la portée du droit à la vie, mais c'est l'existence même du droit à la vie qui est relativisée. Et c'est là où ça se distingue de tous les autres cas d'application de la théorie de la marge d'appréciation. C'est qu'en l'appliquant à l'article 2, elle porte simultanément sur la portée du droit à la vie, mais d'abord même sur le sujet du droit à la vie. Et donc ce sont les États qui acquièrent en fait la liberté dans leur droit interne de déterminer le sujet du droit garanti par la Convention. Donc là, un État détermine le sujet d'un droit conventionnel. Ça s'oppose, en fait, à l'ensemble des règles de droit international qui veulent qu'un État ne peut pas se prévaloir de son droit interne, de sa législation interne, pour échapper à l'application du droit international. Or là, c'est ce qui se passe. Un État dit « mon droit interne dit que l'enfant à naître n'est pas un sujet, et par conséquent, je refuse d'appliquer le droit international à l'enfant à naître. » Ça va à l'encontre des règles de droit international. Enfin, en conclusion, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est en attirant votre attention sur non plus la question finalement politique de la reconnaissance ou non de la vie avant la naissance et sa protection juridique, mais vous entraîner davantage sur le champ des droits sociaux. Il y a les droits de l'homme, d'un côté, qui garantissent les grands droits, droit à la vie, droit à l'expression, etc. Mais il y a aussi les droits économiques, les droits sociaux. L'avortement met en cause, fondamentalement, les droits sociaux.
Et sur le terrain des droits sociaux, je pense qu'un grand progrès concret peut être réalisé pour une meilleure protection de la maternité et des enfants à naître. Les États, au titre de la Charte sociale, de la Convention de la Charte des Nations Unies, se sont engagés à protéger les droits des femmes enceintes, la maternité, à protéger la famille, le droit au logement, etc. Or, selon les statistiques, 75% des femmes qui avortent pour une raison économique ou sociale. De mon point de vue, il est évident que lorsqu'une femme avorte pour une raison économique ou sociale, c'est le résultat d'un manquement par l'État à ses obligations au titre des droits sociaux et économiques. Il est donc, je pense, je suis convaincu, possible d'améliorer la situation des femmes au regard de l'avortement en considérant l'avortement davantage sous l'angle du résultat d'une violation des droits sociaux et économiques des femmes. Droits qu'elles détiennent, qu'elles possèdent, au titre également du droit international et des obligations que les États ont contractées en droit européen et international. Et là, nous pouvons développer une approche juridique, constructive, qui se fonde d'abord sur une analyse des causes socio-économiques de l'avortement et qui ensuite renvoie l'État à ses responsabilités. Parce que l'avortement, un État ne peut pas prétendre assumer ses obligations économiques et sociales envers les femmes enceintes seulement en proposant l'avortement gratuit. Ces obligations sociales et économiques sont beaucoup plus substantielles et avec cette approche de l'avortement plus concret, nous pouvons engager les États dans une plus grande politique de prévention des causes sociales et économiques de l'avortement. Et là, on est dans un autre domaine des droits de l'homme, un autre domaine du droit européen et du droit international, qui nous permet, je pense, d'avancer plus concrètement. Parce que dans le domaine pur des droits de l'homme, du droit à la vie, on est enfermé dans un débat, dans un combat qui, malgré tout, est politique et assez théorique. Alors que sur le terrain des droits socio-économiques, on est plus dans le concret de l'humanité et il y a plus de possibilités, je pense, de progrès. Voilà, je vous remercie.